Merci Somaya Labidi pour le point sur l'information. Rachel Kahn est toujours avec nous, Sabrina Medjeber, Arnaud Benedetti, Jules Torres, Mathieu Devez, journaliste police-justice de CNews, et Sacha Stroop-Kahn, porte-parole du ministère de la Justice. Monsieur le porte-parole, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est une situation aujourd'hui qui interroge beaucoup de Français, une décision que nombreux jugent incompréhensible. D'ailleurs, la famille de Chemseddine est très en colère. 2 jeunes mis en examen dans le dossier de la mort du collégien de 15 ans tué après un passage à tabac à Viry-Châtillon en avril 2024 ont été remis en liberté avant leur procès. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va voir le sujet de Nicolas Roger et vous allez nous expliquer comment ces 2 individus sont aujourd'hui ont pu sortir de prison et ne sont pas derrière les barreaux en attendant d'être jugés. Et aujourd'hui, ils sont bien évidemment présumés innocents. La justice, une nouvelle fois dans la tourmente. Pour expliquer la remise en liberté des 2 hommes poursuivis dans la mort de Chemseddine, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un vide juridique. En juin 2025, le Conseil constitutionnel avait en effet censuré une disposition du Code de la justice pénale des mineurs, qui permettait notamment leur maintien en détention provisoire. L'institution avait donné 1 an au Parlement pour changer la loi, mais aucun texte n'a été voté, laissant ainsi un vide juridique depuis le 1er juillet. L'avocate de la mère de Chemseddine dénonce la situation actuelle. Évidemment, vous imaginez bien que le sentiment d'abandon profond que ma cliente ressent, que la maman ressent aujourd'hui, est encore plus alimentée, y compris par la façon de faire et la procédure. Elle a le sentiment vraiment d'être pas pris en compte, d'être pas considérée. Le ministère de la Justice a également réagi. Il conteste l'interprétation des magistrats. L'analyse de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice dispose que le vide juridique ne s'applique qu'aux décisions postérieures au 1er juillet 2026 et ne s'applique donc pas aux mineurs en détention provisoire avant cette date. En plus de leur remise en liberté, l'avocate de la famille signale un contrôle judiciaire insuffisant. On n'a même pas envisagé, voyez, par exemple, un bracelet électronique. On n'a même pas envisagé d'obligation de pointage. En dernière minute, un amendement a été ajouté au projet de loi sur la justice criminelle adopté par le Parlement le 9 juillet dernier, afin de combler le vide juridique considéré par la Cour d'appel. Cette loi doit désormais être validée par le Conseil constitutionnel avant d'entrer en vigueur. Et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, dans ce sujet, vous voyez des images de réseaux sociaux où on voit un individu qui sort accueilli, tout sourire, et c'est l'un des 2 mis en cause dans ce passage à tabac sauvage, terrible. Et on espère que justice sera rendue pour la famille de Chemseddine. Comme un héros et Jules Torres. comme surnom par l'un de ses amis, donc qui poste sur Snapchat la brute, je t'aime. La brute, je t'aime. La brute, je t'aime. Sacha Stroop-Kahn, vous êtes avec nous, vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Ce qui m'a marqué dans le sujet, c'est aussi la parole de l'avocate de la famille de Chemseddine qui dit « La maman se sent abandonnée ». Que s'est-il passé pour que ces 2 mises en cause soient peut-être ce matin en train de nous regarder, non pas derrière les barreaux, mais à leur domicile? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre sujet. Effectivement, il y a d'abord la voix de cette maman, en tout cas de ses parents, et évidemment que personne ne peut considérer que la situation est normale et c'est un échec dramatique. Ensuite, sur la situation très précise des 2 assassins, ou en tout cas meurtriers présumés de Chemseddine. Vous avez effectivement cette question du vide juridique, mais qui en vérité ne s'applique pas à cette situation-là. C'est-à-dire que c'est un peu technique, et j'en suis désolé, mais pour le coup c'est de la technique juridique, mais qui a des conséquences très importantes, donc je prends 30 secondes pour l'expliquer. Vous avez donc le Conseil constitutionnel qui censure une disposition il y a maintenant 1 an, et qui laisse 1 an pour prendre une nouvelle mesure législative pour couvrir ce vide qu'il crée. Sauf que, en fait, la situation des 2 personnes que nous évoquons n'est pas couverte par ce vide juridique. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel demande juste une chose, demande au magistrat, quand il maintient des mineurs en détention, de prendre une ordonnance séparée. C'est-à-dire de rendre une décision séparée en disant « je maintiens ces jeunes en détention ». Il ne rend pas ça impossible. Et en fait, dans le cas d'espèce, la Cour d'appel a juste constaté que le magistrat en charge du dossier n'a pas rendu une ordonnance séparée. Et donc la Cour d'appel a été contrainte de dire qu'en fait, il y avait... Donc si je comprends bien, monsieur le porte-parole, si ces 2 individus sont dehors,
alors c'est d'abord pour un vice de forme. C'est une erreur de procédure. C'est une erreur de procédure. Oui. Après, Vous parlez d'un échec dramatique. Oui, après, par ailleurs, Mais quand avez vous la dites question échec juridique, dramatique, mais- c'est un échec de qui ? De fait, là, pour le coup, c'est une erreur procédurale. C'est-à-dire que vous avez un juge d'instruction qui a maintenu en détention des mineurs en ne respectant pas ce que disait le Conseil constitutionnel il y a maintenant 1 an. Par ailleurs, vous avez la question du vide juridique, pour le coup, qui est indépendante et qui traite éventuellement d'autres dossiers. Mais sur l'affaire Shemseddine, c'est vraiment, pour le coup, un juge d'instruction, un magistrat instructeur qui n'a pas rendu une ordonnance séparée comme lui demandait le Conseil constitutionnel depuis 1 an. On parle beaucoup de la responsabilité des juges et de la justice ces derniers temps, et notamment après le drame de la petite Liana. Cette erreur, par exemple, elle aura des conséquences pour le magistrat, le juge, d'instruction qui a pris cette décision ou qui l'a mal appliquée ? Je pense que vos téléspectateurs sont maintenant habitués ces dernières semaines dans l'affaire Liana. C'est des débats qu'on a eus. C'est pas à moi de dire si il y a. Non, mais techniquement, est-ce qu'il y a potentiellement des sanctions qui peuvent être appliquées contre un juge d'instruction qui prend une mauvaise décision à tel point que 2 individus sont dans la nature ? Alors la difficulté est toujours la même, c'est qu'à partir du moment où vous remettez en cause une décision juridictionnelle, et là pour le coup c'est une décision juridictionnelle, la limite est très fine entre est-ce que vous portez atteinte ou pas à l'indépendance d'un magistrat ou pas. Une fois de plus, c'est pas à moi de régler ce problème. On verra si éventuellement il y a une saisine un jour du Conseil supérieur de la magistrature sur ce sujet ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les conséquences, effectivement, sont des conséquences très importantes, puisque vous avez 2 personnes qui ont été remises en liberté, alors même que, objectivement, ça ne relevait pas de ce vide juridique qui, par ailleurs, est un autre sujet. J'ai bien compris, mais monsieur le porte-parole, vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Et on a vu un ministre de la Justice parfois saisir ce Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire si oui ou non, il sera saisi dans une situation que vous-même vous qualifiez d'échec dramatique ? Oui, bien sûr. Alors, la difficulté est que vous êtes dans une situation différente de, par exemple, ce qui nous a intéressé ces dernières semaines sur l'affaire Liana et l'affaire Rosa. C'est que là, pour le coup, c'est un magistrat du siège, c'est pas un magistrat du parquet. C'est-à-dire que les magistrats du parquet sont sous la tutelle directe du ministre de la Justice. Donc, pour le coup, quand il y a des dysfonctionnements, il peut très rapidement prendre des mesures ou en tout cas agir en tant que chef d'administration, entre guillemets, même si c'est une administration spécifique. Là, vous avez un magistrat indépendant au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire un juge qui a pris une décision et pour le coup, ça ne relève pas directement de la compétence du ministre de la Justice. Ça relève de qui ? D'éventuellement du Conseil supérieur de la magistrature. Qui, lui, peut s'autosaisir. Alors, il ne peut pas s'autosaisir, mais par exemple, la mère les justiciables, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, peuvent saisir directement le CSM. On peut imaginer, par exemple, la mère de ce jeune garçon qui est malheureusement décédé, qui saisirait le CSM en considérant que, pour le coup, il y a une difficulté d'ordre disciplinaire. J'entends, et on a bien vu que lorsque ce sont des saisines de particuliers, sur ces, je crois, 10 dernières années, les sanctions sont extrêmement rares, tout à fait. Pour ne pas dire exceptionnelles. Aucun magistrat qui, Jules Torres, ces dernières années, a été révoqué pour une question de soit de lenteur de la procédure ou soit d'erreur dans la procédure. Monsieur le porte-parole, la question que tout le monde se pose ce matin, c'est qu'est-ce qui va être fait et qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on revoie ces 2 individus derrière les barreaux avant que le procès n'ait lieu. Alors, vous avez 2 choses qui sont quand même importantes à dire. Vous avez parlé, avant de vous dire ce qui va se passer dans l'attente du procès, vous avez évoqué ces images. C'est que, indépendamment de leur placement ou pas en détention dans l'attente de leur comparution devant une cour d'assises des mineurs, je pense que peut-être que ces 2 jeunes gens, sans préjuger de la décision qui sera rendue, ne mesurent pas que, je ne suis pas sûr que ça soit, pour utiliser un euphémisme, de nature à mettre une juridiction dans les meilleures dispositions que de se pavaner sur les réseaux sociaux, alors même qu'on est accusé de faits extrêmement graves. Ça, c'est la première chose. Donc, quand même rappeler aux gens qu'on est jugé pour des faits, mais on est aussi jugé sur sa personnalité. Et que quand on arrive devant une juridiction pour des faits de cette gravité-là, qui sont des faits criminels, puisque quelqu'un est mort, et que, visiblement, on ne fait pas le début du commencement d'un acte de contrition ou de regret par rapport au fait qu'on a commis, je ne suis pas sûr que les collègues qui seront amenés à juger ces 2 jeunes garçons seront dans de très bonnes dispositions. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, vous avez un contrôle judiciaire qui a été prononcé, là aussi, par des magistrats indépendants. Maintenant, par contre, les consignes qui ont été passées au parquet et aux parquets généraux, c'est de suivre à la culotte, pour dire les choses un peu simplement, ces jeunes qui sont libérés sous contrôle judiciaire dans ce cadre-là, pour qu'au moindre manquement, vous ayez une demande de révocation du contrôle judiciaire et un nouveau placement en détention. Puisque c'est le seul moyen que nous avons de les placer à nouveau en détention, c'est-à-dire une violation du contrôle judiciaire. À partir du moment où ce contrôle judiciaire est violé, on peut les replacer en détention. Ça veut dire que s'ils respectent à la lettre leur
contrôle judiciaire, jamais on ne reverra ces 2 individus en détention provisoire. Avant leur date de jugement. Oui, en détention provisoire. Une fois qu'ils seront jugés, potentiellement ils seront condamnés, mais j'ai rappelé une chose essentielle, c'est qu'ils sont présumés innocents. Exactement. Mais moi je pense à la famille de Shemseddine aujourd'hui, qui va revoir en boucle ces images de potentiellement les bourreaux de son enfant qui se pavanent en sortie de détention, et de se dire, parce que la justice, finalement l'arsenal judiciaire ne permet pas de les garder et de les maintenir en prison, aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. C'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de familles de victimes. Sur votre plateau, il y a quelques semaines, nous recevions le père de Benoît Vasselet, qui a été tué à Dax, souvenez-vous, lors de la finale de Ligue des Champions, enfin en marge de la finale de Ligue des Champions de 2025, et il témoignait que plusieurs des agresseurs de son fils narguaient notamment la femme de Thierry Vasselet, donc la mère de Benoît Vasselet, au supermarché, qu'ils se mettaient derrière elle dans la caisse et qu'ils parlaient de leur fils. On peut aussi citer, moi j'ai un exemple extrêmement frappant, j'ai un gendarme que j'ai croisé il y a quelques semaines dans la Drôme provençale et qui un jour a fait le déplacement, vous savez, des meurtriers présumés de Thomas à Crépol. Je peux vous dire que c'était les mêmes images et c'était les mêmes ricanements, les mêmes rires goguenards que on a pu voir dans la vidéo de Shemseddine qui sort de prison. C'est-à-dire que le gendarme était dans la voiture avec un de ses collègues et ils avaient avec eux 2 des meurtriers présumés de Thomas, puisqu'on sait encore que pour l'instant le procès n'avance pas et que personne ne veut se dénoncer dans cette affaire. Eh bien, ils riaient de l'affaire. Donc c'est pour vous dire aussi le niveau d'impunité de ces jeunes qui ont commis là aussi des crimes et qui finalement n'en ont rien à faire. Et le terme qui me marque le plus, c'est l'abandon. C'est ce qui est au cœur finalement de cette colère des Français, de cette distance aujourd'hui entre la justice et les Français. Justice qui est pourtant rendue au nom du peuple français, c'est que les victimes ont ce sentiment d'abandon qui est tout sauf d'ailleurs un sentiment, Sabrina. Oui, il y a en effet ce sentiment de déréliction, d'abandon, comme vous dites. Là, je vois par exemple qu'il y a un mouvement qui s'appelle Les Abandonnés, d'ailleurs, qui a été créé à l'instar de... par Claire Géronimi ainsi que Guillaume Carayon. Je regardais encore une vidéo de la veuve du gendarme Comines qui se joint à ce mouvement. Vous avez en effet des sursauts inopinés, des cris organiques des Français qui justement décident aujourd'hui de manifester pacifiquement devant les institutions pour réclamer de manière supplicielle un geste de la justice, une empathie judiciaire. Vous avez en effet, comme le rappelait Jules, parallèlement des images d'Épinal de cette société du ricanement où, après le meurtre, le lynchage de Louis, nous les voyons en train d'écouter du rap dans le métro de Rognan. Enfin, il y a en réalité toute une symbolique de la mort et paradoxalement la justice qui voit la violence endémique d'une grande partie de la jeunesse se exploser ou se répandre, n'arrive plus à justement répondre à ces questions. Rachid Khan. Cette question cruciale en tout cas. C'est très préoccupant la justice parce que c'est le pilier de notre démocratie. Bien sûr. Et en réalité, pour résumer la situation, et vous avez parlé du mot abandon, ça me fait penser au film de Samuel Paty en fait, parce que ce mot-là est un révélateur de tout. On a finalement, et même d'un point de vue idéologique de manière globale, 1, la criminalisation de la police, 2, la valorisation via les réseaux sociaux de cette délinquance et de ces crimes, et 3, cet abandon des victimes. Arnaud ? Non, mais c'est évident que ça a un impact sur l'opinion. D'ailleurs, toutes les études d'opinion montrent aujourd'hui qu'une majorité de Français n'ont pas confiance dans la justice. Ils la trouvent trop laxiste, à tort ou à raison. Ils trouvent qu'elle est trop lente, etc., etc. Mais je voudrais revenir sur ce que disait monsieur le porte-parole, parce que c'est très intéressant. On comprend très bien la mécanique sur le plan technique qui a conduit en effet à ce dysfonctionnement. C'est très clair, vos explications. Le problème, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est que la procédure a atteint un tel niveau de technicité qu'elle devient totalement illisible et inaudible pour la plupart de nos compatriotes. Donc peut-être que vous pouvez y répondre, monsieur le porte-parole. Donc ça nourrit la crise. La crise de la justice, c'est la crise des institutions. Quand vous avez une crise de confiance dans la démocratie, quand vous avez une crise de confiance dans la démocratie représentative, quand vous avez une crise de confiance dans l'exécutif, quand vous avez une crise de confiance dans la justice, vous alignez toutes les planètes pour que, la défiance ne cesse de s'accroître et que l'on se rapproche progressivement d'un point de rupture dans notre société. C'est pas seulement le problème de la justice, c'est l'ensemble du système institutionnel. Enfin, la question de la justice, il y a quelque chose qui est sidérant. Il y a quelque chose qui est sidérant dans ce que vous avez dit, monsieur le porte-parole. Oui, Arnaud. D'autant plus que moi, la question, je suis peut-être le plus âgé sur ce plateau, que la question de la responsabilité. Mais c'est ça. Je l'entends. C'est un sujet dont j'entends parler depuis près de 3 décennies. Mais cette question
Le problème des politiques aussi, il y a une responsabilité des politiques, c'est-à-dire que les politiques aujourd'hui sont complexés par rapport à cette question. Bien sûr. Ils le sont parce que finalement, en effet, il y a eu pendant des années et des années, vraisemblablement, des abus qui ont été commis, mais ils n'osent plus se saisir de ce sujet. Et si vous ne prenez pas la question de la responsabilité personnelle des magistrats dans l'exécution de leur mission, vous êtes face à un angle mort qui nourrit évidemment la défiance. Monsieur le porte-parole, c'est ça qui est le plus intéressant peut-être sur la question de fond. C'est non pas que la justice ne soit pas indépendante, mais c'est l'irresponsabilité. Vous m'avez expliqué en substance que vous ne pouviez rien faire face à ce juge d'instruction qui n'a pas respecté finalement les règles précisément, ce qui fait que aujourd'hui on a 2 mises en cause qui sont sorties de détention provisoire. Voilà la situation. Et il y a autre chose qui est particulièrement intéressante dans la justice aujourd'hui, c'est que la justice, ça n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais lorsque vous multipliez les procédures, vous multipliez les lois, vous avez un tel niveau de responsabilité, on voit que la justice devient un pouvoir et n'est plus une autorité. Alors vous avez 2 sujets. Le premier sujet, c'est effectivement la crise de confiance dans l'institution judiciaire, qui est de fait est un sujet majeur pour cette institution. Et comment est-ce qu'en face d'un pouvoir, comme vous dites, vous mettez une responsabilité. Et je pense que ces dernières semaines, avec l'affaire Liana, ont remis cette question sur le devant de la scène et que, effectivement, de plus en plus, nos concitoyens, de par cette rupture de confiance, ne nous laissent plus rien passer, et à juste titre, puisque la justice est rendue en leur nom. Et je pense que vraiment le défi pour l'institution judiciaire dans les prochaines années, ça va être de répondre à cette crise de confiance. Et ensuite, l'autre sujet, c'est la question, effectivement, comme vous dites, de la responsabilité en tant que telle et des procédures. Et là aussi, vous avez une responsabilité du pouvoir politique et du législateur. Par exemple, vous voyez le texte qui a été voté sur la justice criminelle la semaine dernière a vocation à simplifier un certain nombre de procédures, puisque de fait, sans vouloir à tout prix défendre mes collègues et les magistrats, vous avez aussi une complexité de la procédure qui fait que même pour des techniciens du droit, en vérité, les erreurs, les choses trappes sont possibles. Et donc vous avez aussi une responsabilité politique, c'est ce qu'incarne le garde des Sceaux, de simplifier les procédures pour que la procédure soit certes là pour nous garantir nos droits, puisque c'est fait pour ça. C'est le jour où vous arrive quelque chose, vous êtes bien content que vous ayez une procédure pour les garantir, mais qu'en même temps, cette procédure ne puisse pas être mise à profit. Exactement. Pour des gens et pour des erreurs de procédure et délibération, comme on le vit malheureusement dans ce dossier. Merci d'être venu nous voir, monsieur le porte-parole du ministère de la Justice, Sacha Stroop-Khan. On parlera dans un instant du dossier d'Aix-en-Provence. Là aussi, c'est absolument sidérant. Florian Philippot va prendre la place. Merci d'être venu nous voir. Et Mathieu Devez, je veux vraiment qu'on puisse parler de ce sujet parce que là aussi, on a du mal à comprendre. L'horreur à Aix-en-Provence, une étudiante de 19 ans a été violée par un multirécidiviste. L'individu l'a contraint avec une arme à monter dans son véhicule avant de passer à l'acte. L'homme venait tout juste de sortir de prison. Il venait de passer 15 ans derrière les barreaux. Sabrina Berlin-Bouillet nous explique. C'est dans la nuit de vendredi à samedi à Aix-en-Provence qu'une étudiante de 19 ans sort de sa résidence universitaire pour fuir la chaleur de son appartement lorsqu'un homme armé la force à monter en voiture avec lui. Il l'emmène à plusieurs kilomètres afin de la violer. Et malgré son appel au 17, la police ne parvient pas à la localiser à temps pour éviter ce viol. Enfin, quand elle retourne à son domicile, la victime retrouve alors les policiers et confie le numéro de la plaque d'immatriculation de son agresseur, ce qui permet de l'identifier rapidement et de l'interpeller. Et voici donc son profil. Il s'agit d'un homme de 47 ans, récidiviste. Il avait été condamné en 2013 par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle avec menace ou usage d'une arme. Il avait été condamné pour cela à 18 ans de prison et venait tout juste d'être libéré le 6 juin dernier après 15 ans de réclusion. Seulement un mois donc après sa libération, il repasse à l'acte. Lors de sa première audition, l'homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Mathieu Devez, je me tourne vers vous parce que là, c'est encore une fois une situation insupportable qui montre bien que quand des personnes commettent le pire, vous avez potentiellement une récidive qui arrive très rapidement lorsqu'ils sortent. Ça va passer quand même 15 ans derrière les barreaux. Mathieu. Il faut saluer dans cette histoire, ce qui est assez incroyable, c'est le sang-froid de cette jeune femme. Je vous le rappelle, on a une étudiante de 19 ans
qui a quand même le sang-froid d'appeler le 17 alors qu'elle est contrainte de force par cet homme, donc d'un peu moins d'une cinquantaine d'années, à monter dans son véhicule. Elle appelle le 17 sur son portable sans parler, mais malgré la mobilisation de toutes les équipes de nuit, eh bien, les policiers nous disent « nous ne sommes pas parvenus à localiser la voiture à temps ». Donc malheureusement, elle aurait été agressée sexuellement et violée tout de même, mais lorsque ce monsieur, il la redépose au niveau de la cité universitaire, eh bien, elle réussit à mémoriser la plaque d'immatriculation. Et c'est quand elle rentre chez elle qu'elle réussit à donner cette plaque d'immatriculation. Et donc cet homme, il a été interpellé. Je vous rappelle qu'on parle quand même d'un homme détenu depuis 2011. Il a été condamné. Ça c'était en janvier 2013 par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes pour enlèvement, séquestration, viol, agression sexuelle avec menace ou usage d'une arme. Un homme de 47 ans aujourd'hui. Il a été condamné à 18 ans de réclusion assorti d'une mesure de sûreté de 12 ans. Et donc, il était libre. Il ne l'est plus depuis dimanche soir car il a récidivé. Et donc là, on en vient à la peine de sûreté, puisque si Florian Philippot, et merci d'être avec nous pour l'heure des pros, on a 1001 sujets à traiter avec vous, mais si cet individu, il purge sa peine complète, jamais ce drame ne se produit. Oui, je crois que les Français... Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre justice ? Mais les gens en ont ras-le-bol de voir ce laxisme épouvantable. Enfin, vous parliez juste avant que j'arrive sur le plateau d'une affaire dramatique, et on voit les deux individus qui se pavanent effectivement dehors, dans l'impunité la plus totale, avec un léger contrôle judiciaire. Il y a des places de prison à construire massivement. C'est fait, c'est promis tous les 5 ans, ça n'est jamais fait. C'est quand même extraordinaire. Pendant ce temps-là, on livre des milliards d'euros à l'Ukraine et on n'est pas capable d'avoir 3 Canadair en plus et des places de prison en plus, au passage. C'est quand même tout à fait choquant. 2, je vais prendre un exemple très simple. La semaine dernière, vous avez 2 Marocains qui devaient être virés de France, délinquants, criminels, sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Vous avez un juge de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit non, on applique la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, ils vont rester en France. On ne peut pas les expulser. Vous n'avez pas le droit, vous, Français, de les expulser. C'est ça aussi, le non-dit général, c'est qu'on est dans un pays qui a perdu, y compris sa souveraineté judiciaire, y compris sa souveraineté sur ses frontières nationales, par l'Union européenne, par la CEDH, qu'il faut quitter. Il faut retrouver, il faut reconstruire un vrai État qui fasse appliquer une autorité de la justice et qui fasse appliquer des décisions qui iront dans le sens de l'intérêt de 99% des Français. Il est 9h53, il y avait marqué qui décide de la peine de sûreté et qui décide, lorsque ces 12 ans sont appliqués, de pouvoir libérer cet individu, Mathieu Deves. Tout cela dépend bien sûr du comportement du prévenu. Donc vous avez prison, bien sûr les surveillants de prison qui sont en lien quotidiennement avec... Oui, mais c'est un juge d'application des peines qui décide de ça. Donc on est encore sur la question du juge d'application des peines. Et là, je vous cite, l'homme âgé de 47 ans, il a donc été libéré, ça c'était le 6 juin, après 15 ans de réclusion, dont les 6 derniers mois exécutés sous le régime du placement extérieur sans incident. C'est-à-dire qu'on estime que cet homme, malgré les faits pour lesquels il a été condamné, il se comporte plus ou moins bien, sans incident, et donc on le libère quelques années avant la fin de sa peine.